Bonjour à toutes et tous, bienvenue, merci d'être présents aujourd'hui. On est vraiment désolé, on commence avec un peu beaucoup de retard. On a eu quelques soucis techniques à l'allumage et notamment car nous n'arrivons pas à rejoindre notre second entrepreneur. Donc, on va essayer de le faire en même temps en direct. Donc, je suis Anne-Gaëlle Perrault, directrice communication du réseau BGE. Je suis ravie d'essayer d'animer ce webinaire qui est proposé par BGE dans le cadre de Rendez-vous TPE. C'est notre quinzaine événementielle qui est dédiée aux petites entreprises. Toute la semaine, on vous propose des événements un peu partout en France pour parler de l'impact des TPE sur leur territoire. Donc, on est vraiment au cœur du sujet aujourd'hui avec ce webinaire. Où l'objectif, ça va être vraiment de donner la parole à des entrepreneurs qui vont vous montrer comment ils ont réussi à le faire. Alors, en même temps, j'essaye d'inviter Yannick à nous rejoindre. J'en profite juste en attendant donc, que Yannick nous rejoigne pour vous représenter BGE au cas où vous ne nous connaîtriez pas encore. BGE, c'est un réseau associatif national d'aide à la création et au développement d'entreprises créé il y a 46 ans. Notre métier, c'est vraiment de conseiller et former les entrepreneurs, quel que soit votre secteur d'activité et le degré de maturité de votre projet. On est présent à toutes les étapes pour vous aider à passer de l'envie à l'idée, de l'idée au projet, du projet à l'entreprise, en vous transmettant les compétences et les savoir-faire essentiels pour réussir et pour être autonome, prendre vos décisions, faire vos choix durant toute votre vie de chef d'entreprise. Vous voyez quelques chiffres clés à l'écran. On est présent partout en France avec plus de 1300 collaborateurs qui sont dédiés à votre accompagnement. Et chaque année, on accompagne plus de 65 000 personnes à l'entrepreneuriat. Ça y est, Yannick, on a réussi. Tu es là avec nous. Bonjour à tous. Donc, justement, alors, je vous laisserai la parole un peu plus largement, mais déjà, bienvenue Guillaume, bienvenue Yannick. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et on continuera à parler de vous un petit peu plus. Donc, vas-y Yannick, puisque tu viens d'arriver. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Yannick Boutière, j'ai 54 ans et j'ai donc monté une entreprise adaptée en 2025. On a ouvert le 21 août 2025 et ces entreprises adaptées a pour support la boulangerie. Donc, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui a une, un contrat avec la la DREETS, la Direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités, euh, dans laquelle on embauche plus de 60% de notre personnel est porteur de handicap. Très bien. Et également, donc, on accueille Guillaume. Guillaume, qu'est-ce que tu fais, toi? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Guillaume et je suis le fondateur de Pas Perdu. C'est une petite entreprise que j'ai créée il y a 3 ans et qui vise à collecter les invendus, principalement dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, et les faire la livraison en vélo cargo à un réseau d'associations caritatives et étudiantes. Donc, on a 2 missions qui sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et remettre de la qualité dans les dons alimentaires que reçoivent les associations. Très bien, on va détailler tout ça parce que donc on a un peu moins d'une heure pour échanger avec vous et comprendre comment, même à une petite échelle, une entreprise peut avoir un impact positif concret et comment vous qui êtes avec nous, vous pourrez en faire autant. Alors, 2, 3 petites infos pratiques sur ce webinaire. Donc, vous avez vu, déjà, vous vous en êtes bien emparé. Il y a un onglet chat où vous pouvez échanger entre vous, mais il y a également un onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions. On gardera du temps à la fin pour y répondre et vous pouvez voter aussi pour les questions qui correspondent également à vos interrogations. Comme ça, voilà, on traitera les questions en fonction de celles qui concernent le plus de personnes. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les intégrer tout au long de l'échange, mais on les prendra à la fin. Et puis, justement, pour démarrer, on vous a aussi prévu, normalement, dans l'onglet sondage, vous les voyez, deux petits sondages sur le sujet du jour pour avoir un peu aussi votre avis, votre opinion. Première question, allez dans l'onglet sondage et normalement, vous pouvez déjà voter. On voulait avoir votre avis. Est-ce que pour vous, une petite entreprise peut avoir un impact sur son territoire? Vous diriez oui, tout à fait, oui, mais limité, ou non, l'impact reste faible.
premièrement. Et le deuxième sondage auquel on vous propose de répondre, est-ce que vous savez la part des entreprises accompagnées par BGE qui a une clientèle majoritairement locale? 42, 67 ou 85%? Alors, pendant que vous répondez, enfin en espérant que vous voyez le sondage, donc on va reparler un petit peu aussi d'impact parce que c'est vrai qu'on l'impact aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de représentations et d'idées derrière. Alors nous, très concrètement aujourd'hui, quand on parle d'entreprise à impact dans ce webinaire, on parle d'une entreprise qui règle un problème réel sur son territoire sans dissocier l'utilité et le modèle économique. Parce que finalement, la difficulté, elle est bien là. On peut avoir une ambition sociale, environnementale, etc., importante. Mais quand on fait une entreprise, l'objectif, c'est évidemment qu'elle soit viable et qu'elle vous permette d'en vivre. Et donc, justement, Guillaume et Yannick vont nous expliquer aussi comment ils ont fait pour trouver ce bon équilibre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle impact, beaucoup d'entre vous, en fait, pensent que c'est plutôt les grandes entreprises qui vont réussir à avoir l'impact. Et qui dit petite entreprise, dit petit impact. Et justement, on veut tordre le cou à cette idée reçue. Alors, et notamment, donc, je voulais vous présenter quelques chiffres, mais avant, voyons voir, est-ce que, du coup, les résultats du sondage, donc, bon, si vous êtes là, c'est qu'effectivement, vous êtes largement convaincu qu'une petite entreprise peut avoir un fort impact sur son territoire à 89%. Et concernant la part des entreprises BGE avec une clientèle locale, alors c'est beaucoup plus partagé, mais effectivement, 52% ont la bonne réponse, c'est bien 67%, 67% des entreprises accompagnées par BGE, qui sont des TPE en grande majorité, ont une clientèle essentiellement locale. Donc, c'est vraiment une clientèle très importante. Et donc, j'en reviens à quelques chiffres autour des TPE pour tordre le cou aux idées reçues. C'est qu'en fait, aujourd'hui, 82% des entreprises françaises sont des TPE. Plus de 18% des salariés travaillent dans des TPE. Et en plus, elles sont dans des logiques de collaboration, de coopération, et avec des clientèles donc essentiellement locales, mais aussi à d'autres niveaux et d'autres échelles. Donc, il faut compter avec les TPE. Bien entendu, c'est pas parce que vous pourriez avoir un projet et petit et local que vous ne pourrez pas avoir d'impact. C'est tout, justement, tout l'enjeu de l'échange aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Et justement, on va commencer par le commencement et savoir déjà revenir un petit peu sur le point de départ. La question qu'on se pose, je vais commencer avec toi, Yannick, c'est au départ, ce que tu voulais vraiment, est-ce que c'était créer une entreprise ou résoudre un problème? Qu'est-ce qui était le moteur de départ? Alors, moi, je viens du monde du handicap. J'ai travaillé pendant 28 ans dans le monde du handicap et il s'est avéré que sur mon territoire, il n'y avait pas d'entreprise adaptée entre l'ESAT et le milieu ordinaire. Et donc, et il s'avère aussi, j'avais fait le constat, qu'il y avait plus de 300 demandeurs d'emploi sur ma communauté de communes, sur le bassin d'Autun-Morvan, porteurs de handicap. Donc, je suis parti vraiment d'un besoin. Comment faire pour proposer un travail donc à ces demandeurs d'emploi porteurs de handicap, qui ont des compétences et des moyens supérieurs aux personnes qui travaillent en ESAT et ces personnes nécessitent un accompagnement pour accéder au milieu ordinaire de travail. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et ensuite, je souhaitais donc monter une entreprise adaptée et j'ai cherché le support et la boulangerie est venue un petit peu assez facilement parce que je trouvais que c'était au départ c'était un loisir, un hobby pour moi et, je trouvais que c'était porteur de valeur et de sens de faire du pain et de le vendre dans un magasin en plein centre-ville d'Autun. Voilà, c'est comme ça qu'est
est partie l'idée de départ de cette entreprise adaptée en boulangerie. Ok, merci. Et toi, Guillaume, de ton côté, c'était l'envie entrepreneuriale ou l'envie surtout d'apporter ta pierre à l'édifice qui t'a motivé? De mon côté, c'est vraiment en fait d'avoir vu l'ampleur du gaspillage alimentaire et donc en fait d'avoir ouvert concrètement des séries de poubelles qui étaient remplies de nourriture encore consommable, qui m'a poussé à me renseigner sur la problématique et à vouloir apporter une solution au problème du gaspillage alimentaire, notamment pour les petits artisans et les commerçants qui peuvent avoir des petites quantités d'invendus, mais ces produits-là ont les valeurs nutritionnelles les plus élevées. Ouais. Et Donc c'est alors, vraiment voilà, le switch de savoir qu'on jette un tiers de la nourriture hmm, que l'on produit, mais de l'avoir vu de mes yeux le fait que j'ai voulu passer à l'action. ouais. Et aussi, quand vous avez constaté donc l'un et l'autre un problème existant sur votre territoire, euh, j'imagine que vous vous êtes dit, mais pourquoi il n'y a pas déjà aussi une réponse qui a été apportée? Et est-ce que moi je vais pouvoir faire la différence? Donc pourquoi chacun à votre niveau, il y avait pas déjà une réponse qui était proposée alors? Euh, Guillaume, toi par exemple, pourquoi il n'y avait pas déjà quelque chose d'existant? Bah, donc typiquement, il faut savoir que la France est vraiment très engagée sur le domaine du gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de structures qui proposent des solutions, mais typiquement par exemple, en boulangerie-pâtisserie, les applications anti-gaspillage que l'on connaît de revente, elles sont sous-utilisées. Elles sont pas, en tout cas, ne permettent pas de revendre 100% des invendus. Et les associations qui pourraient venir collecter, en fait, elles manquent de moyens à la fois logistiques et humains. Elles manquent de bénévoles pour venir collecter les dons que voudraient faire les boulangeries. Du coup, je me suis rendu compte qu'il manquait un opérateur pour effectuer ce chaînon manquant entre, d'un côté, des commerçants et de l'autre, des associations qui pourraient recevoir les produits. Ouais, d'accord. Et toi, Yannick, de ton côté? Non, il n'y avait aucune entreprise adaptée sur le territoire, hein. Donc, c'est la première sur un bassin de vie qui compte 35 000 habitants. Et donc, c'est juste parce que personne n'avait trouvé le bon support et trouvé la bonne idée Ouais. pour faire une entreprise adaptée qui Oui, fonctionne. OK. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est exactement ça. Et bon, il y en a à 40 kilomètres d'Autun, mais il n'y en a pas du tout sur notre territoire qui compte 55 communes et 35 000 habitants. Mm. Et alors, OK, vous aviez trouvé une idée que personne n'avait eue, mais ensuite, ça vous a pris beaucoup de temps, ça a été compliqué d'affiner cette idée pour justement passer d'une idée à un projet entrepreneurial qui va pouvoir se développer. Yannick, vas-y, continue. Oui. Eh ben, écoutez, moi alors le projet d'ouvrir une entreprise adaptée, il date d'une dizaine d'années. De créer une entreprise adaptée, il date d'une dizaine d'années. Après, bon, j'avais pas poussé plus loin la réflexion. Et j'ai commencé à y réfléchir sérieusement en 2021. Euh, où voilà, c'est où j'ai décidé de monter cette entreprise en 2021. J'ai suivi une formation de boulanger dans la foulée, donc parce que je voulais vraiment savoir de quoi je parlais, donc je voulais vraiment me professionnaliser. Et ensuite, j'ai été accompagné donc par la BGE pour faire mon étude de marché. Et après, ça s'est enchaîné assez rapidement, hein. J'ai un petit peu, j'étais très exigeant et l'étude de marché me confirmait sur l'implantation, le lieu d'implantation du magasin. Et j'ai eu du mal un petit peu à trouver le local. J'ai mis à peu près 2 ans pour le trouver. Ouais, 2 ans, ouais. Et après, c'était tout ce qui est en démarche de projet, hein, trouver les financements, etc., etc. Mm. Mais ça a été assez rapide. Une fois que j'ai eu le local, après, il m'a fallu grosso modo 1 an pour, euh, pour monter le projet. D'accord.
On reviendra après sur aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et Guillaume, sur la Oui, partie oui. vraiment phase d'idéation, toi, ça s'est passé comment pour concrétiser de l'envie à vraiment l'idée plus concrète du projet? Disons que moi, la phase d'idéation, il y a eu une grosse phase de bibliographie et de prise de connaissance de l'ensemble des acteurs, que ce soit des entreprises, des associations qui étaient déjà actives dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire en France. Et d'ailleurs, donc tu disais, c'était une idée, une idée nouvelle, mais moi, l'idée, finalement, j'ai simplement dupliqué des concepts existants et toutes les structures existantes qui étaient là depuis 5-10 ans en France m'ont d'ailleurs aidé et donné leur retour dans la construction de mon modèle. Donc, il y a une forme aussi d'entraide dans l'économie sociale et solidaire qui était appréciable, moi, pour le montage du projet. Mais ça m'a pris environ 2 ans et demi pour bien comprendre toutes les ficelles, toutes les manettes, le modèle économique et pouvoir bâtir la structuration de la boîte. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se précipiter à la première idée. Il faut vraiment la travailler et prendre le temps d'observer ce qui se passe, qui sont les acteurs sur le territoire pour ensuite vraiment trouver le bon concept qui va répondre aux besoins au local. Ça marche. Donc, OK, là, on est donc l'idée, après l'idée, on va passer un peu plus aux défis, notamment pour trouver ce fameux équilibre entre impact social et rentabilité économique. Comment vous avez fait pour justement arriver à cet équilibre? Guillaume, je te laisse continuer. Et ben, la principale opportunité pour Pas Perdu, elle était fiscale puisque, sur chaque don que fait, une entreprise, elle bénéficie de réductions d'impôts ce sont des reçus fiscaux qui sont signés par les associations. De la même manière que c'est autorisé pour les particuliers, c'est aussi encadré, et autorisé pour les professionnels. Et donc ça permet de ne pas dépendre de subventions publiques. Donc j'avais un choix qui était de soit, me tourner vers une association et d'aller récolter des subventions ou plutôt de facturer un service contre des avantages. Et c'est ce choix-là que j'ai fait pour assurer la pérennité du modèle. Donc concrètement, aujourd'hui, on vient facturer le donateur parce qu'il a accès à un service de collecte d'un vendu clé en main. Et derrière, il a une satisfaction morale de ne pas gaspiller, il peut valoriser son image et il récupère des économies d'impôts. Oui, donc il y avait une opportunité justement en termes de modèle économique et voilà, à bien réfléchir justement à basculer de ce côté entrepreneurial-là parce qu'il y avait aussi une opportunité. Très clair. Et Yannick, de ton côté? Alors, moi, comme je disais, une entreprise adaptée, on fait une demande d'agrément donc à la DRETS, hein, la Direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et là, bah, il faut monter un projet, il faut présenter, on commence par une étude de marché paraprévisionnelle sur 5 ans. On décrit le, ce qu'on fait en termes d'accompagnement des personnes qu'on accueille, accompagnement social et accompagnement professionnel. Donc, une fois que j'ai eu cet agrément DREX, en contrepartie, donc l'État m'accompagne donc via de l'aide au poste. Donc, il faut savoir que moi, l'entreprise a recruté 5 personnes porteuses de handicap, ce qui représente 60% de notre personnel. Donc, ces aides au poste représentent grosso modo 80% du salaire net des personnes porteuses de handicap accueillies. Et ensuite, on fonctionne comme une entreprise ordinaire avec des contraintes économiques, pardon. Et moi, j'ai aussi voulu y inclure d'autres contraintes, enfin d'autres contraintes qui ne le sont pas, mais nous sommes, on fonctionne tout en bio, donc avec des circuits courts, on s'en a alimenté en circuits courts et vraiment de proximité. Ça, c'était vraiment une volonté d'avoir un prix juste à la clientèle. Et puis, que dire d'autre?
On fonctionne aussi avec de l'électricité verte. Alors donc c'était tous des choix vraiment personnels et bon, on pourra en reparler un petit peu plus tard, je pense, de l'organisation du travail aussi avec un respect du rythme de vie du personnel, faire en sorte que le personnel ne se lève pas trop tôt et des week-ends un week-end sur deux, ce qui est rare en boulangerie et ce qui est très rare, c'est que le personnel qui est en production en boulangerie, chez nous, commence à 5 heures du matin, au lieu de 2 ou 3 heures dans les boulangeries traditionnelles. Mais là, en tout cas, ce que tu dis là où c'est important, c'est qu'à la fois, donc c'était une entreprise adaptée avec une réglementation, un fonctionnement spécifique et une boulangerie classique il faut faire tourner, Voilà. qui doit être rentable aussi. Donc après, avec des choix économiques à faire. Et du coup, effectivement, avec beaucoup d'engagement, tu reviendras derrière, mais il y a beaucoup d'engagement dans tes choix, effectivement, de fournisseurs, comme tu dis, d'organisation du travail. Et juste pour les participants qui sont là, tout ça, en fait, ça se pense au moment du modèle économique en faisant des hypothèses, parce que justement, typiquement, si on fait évoluer ces horaires d'ouverture pour avoir aussi peut-être plus de confort pour le personnel, bah, ça a un impact aussi sur peut-être le chiffre d'affaires, ou en allant s'approvisionner auprès de fournisseurs que locaux. Voilà, tout ça, ce sont des hypothèses qui sont à tester au moment où vous construisez votre projet. Vous avez des simulations à faire. Donc, nous, si vous êtes accompagné par un BGE, on vous propose des outils notamment pour le faire parce que tout cela, il faut effectivement le tester avant et trouver la bonne combinaison ou, in fine, quand vous allez vous lancer, parce que ça peut être super de se dire, je ne me fournis qu'à moins de 25 km, je vais faire des horaires comme ci, comme ça, mais in fine, il faudra que vous ayez le chiffre d'affaires qui va vous permettre de couvrir et les charges et les frais de fonctionnement et aussi de vous rémunérer. Donc voilà, tout ça, ça se teste avant pour partir avec le bon modèle où vous n'aurez pas à renoncer à vos engagements, mais en revanche, ça vous permettra quand même que votre entreprise soit pérenne. Donc ça, ce sont vraiment des points importants sur le modèle économique. C'est pour ça aussi qu'on insiste. Qui dit projet d'impact ne doit pas être au détriment d'un modèle économique solide, sinon de toute façon, vous n'aurez pas d'impact si votre entreprise ne tient pas dans la durée. Aussi, petite question, est-ce que vous avez été soutenu dès le départ dans votre projet? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu, que ce soit par les proches, les pairs, l'écosystème? Guillaume, de ton côté. Pardon, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, est-ce que tu t'es senti soutenu par ton entourage dès le départ par rapport à ton projet? Je dirais que le principal soutien, il venait à la fois des structures d'incubateurs et par exemple de la BGE et d'autres structures qui font que l'appui aux entrepreneurs qui était précieux à la fois d'avoir des coachs et des mentors sur différents sujets. Après, dans l'entourage, c'était plus variable. Effectivement, des fois, l'entourage de la famille ne comprend pas qu'on puisse se lancer dans un projet différent de celui pour lequel on était destiné par les études. Et du coup, il faut pouvoir justifier la quête de sens qu'on est en train de trouver. Et aussi, j'étais souvent remise en question sur le modèle économique et la viabilité de cette solution pour, entre guillemets, assurer des revenus. Donc, ça a mis plus de temps. Maintenant, c'est passé, mais il fallait s'accrocher, en tout cas, pour pouvoir laisser couler des fois certaines remarques. Donc, tu avais vraiment confiance finalement en ton projet pour réussir aussi à rester envers et contre tout convaincu que tu étais dans la bonne direction? J'avais surtout très confiance dans le sens que la mission qu'on allait porter et du coup de l'importance de le mettre en place finalement. Ça, c'était pour moi ce qui me motivait et peu importe finalement le reste, je me suis dit: «Je trouverai bien une solution», mais il fallait que je me lance sur ce créneau-là parce qu'il y avait vraiment un besoin et c'est cette quête d'utilité qui m'a poussé par-dessus tout. Ouais. Et en tout cas, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en tout cas, on le sait, se sentir soutenu, c'est très important pour la confiance, pour rester motivé quand il y a des difficultés. Mais en tout cas, des fois, effectivement, c'est pas chez les plus proches ou dans la famille qu'on trouve ce soutien parce qu'il y a d'autres enjeux, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a tout ça. Donc, en tout cas, s'entourer, c'est pas forcément que par les proches. Si vous avez une idée, vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose, mais vous vous sentez pas soutenu et vous doutez,
vous pouvez aussi aller chercher du soutien et vous sentir entouré ailleurs. Voilà, comme tu disais, Guillaume, il y a des incubateurs, il y a des réseaux d'accompagnement, il y a plein d'autres réseaux aussi qui peuvent vous apporter le soutien et la confiance dans votre projet dont vous pouvez avoir besoin. Mais en tout cas, effectivement, ne pas rester seul avec son idée, c'est vraiment important, surtout quand on est surtout quand on veut avoir un projet avec un impact que ce soit local ou plus global. Et toi, Yannick, toi, tu t'es senti soutenu sur ton projet depuis le début? Oui, tout à fait. Je voudrais peut-être revenir deux petites minutes sur la logique économique, juste pour dire que 80% donc de nos revenus, ça provient de nos clients. Donc oui, on a aide au poste, mais 80% de nos revenus proviennent de nos clients, hein. C'est important de le signaler. Oui, j'ai été soutenu au départ par ma famille et après, bon, moi j'ai la chance d'avoir été un élu local jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je suis encore, mais j'ai lâché beaucoup d'activités en termes d'élu local. Donc, j'avais un gros réseau derrière moi et bon, et là, tous mes collègues élus ont vraiment soutenu enfin, par rapport à ça. Et je fais aussi partie du réseau, l'Union nationale des entreprises adaptées. C'est super important d'être entouré et d'avoir du réseau. Le réseauté, c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure, c'est que on n'est pas tout seul. On a souvent des problématiques qui sont communes et de partager les problématiques. Bah, tiens, comment toi tu te dépatouilles de ça, etc. Et moi j'ai ça, j'ai ce problème-là. Euh, Comment tu gères, etc., etc. C'est vraiment important. Et puis de faire partie de ces instances, ça permet aussi de remonter les problématiques au pouvoir public pour Mm. nous accompagner et comprendre nos soucis au quotidien. Mm. Oui, tout à fait. Et alors là, depuis le début de votre parcours, depuis que vos projets sont lancés, en tout cas, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui vous semble le plus difficile quand on veut entreprendre vraiment sur un territoire local, avec en plus vraiment un projet avec impact positif, d'économie sociale et solidaire ou autre. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile ou le plus facile d'ailleurs, Guillaume, si on commence par toi? Là, tu parles en termes de soutien? Non, ce qui était facile au début du projet, Oui, c'est ça? oui, c'est ça, globalement par rapport à toutes les démarches que tu as accomplies sur ton projet. Oui, moi je dirais ce qui a été facilitant, c'était à la fois les valeurs humaines qu'on portait et l'impact social qui faisait que la majorité des gens à qui on parlait du projet aimaient notre mission anti-gaspillage et solidaire. Ce qui a été plus difficile, c'est qu'on est en bout de chaîne et que les invendus ne sont pas forcément la priorité et on demande aussi une participation financière qui, même si elle est remboursée par les réductions d'impôts, cela demande de déployer pas mal d'énergie pour lever les freins au dos. Donc voilà un peu ce Mmh. qui a facilité le démarrage et ce qui peut le «retarder» entre guillemets. Mmh. Oui, il y a une adhésion aux valeurs et aux projets, mais quand derrière, il faut que ça se concrétise financièrement, c'est plus difficile quand on est en bout de chaîne comme ça. Effectivement, c'est là l'enjeu principal. Exactement. Mmh. Mmh. D'accord. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu dirais alors? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? Alors, le plus difficile, c'est aussi de garder le cap, hein, par rapport à nos fournisseurs, par rapport aux emplois. On travaille avec une population qui est fragile, donc j'ai de l'absentéisme et donc il faut gérer l'absentéisme au quotidien. Donc après, bon, je le savais, hein, au départ, c'est aussi la contrepartie de l'entreprise adaptée, hein, mais, et surtout,
c'est la plus petite entreprise adaptée de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, quand on a que 5 personnes porteuses de handicap, quand on a une absence, ça se voit tout de suite. Alors que, en général, les entreprises adaptées ont au minimum une cinquantaine d'employés. Donc là, mon lit, ça beaucoup plus les problèmes d'absentéisme que dans une petite structure comme la mienne. Ce qui m'a semblé difficile, c'était au tout début de pouvoir me dégager du temps pour régler tout ce qui est administratif et financier. Maintenant, j'y arrive bien, je suis assez bon avec, ça fait 9 mois qu'on fonctionne, ça fait 2-3 mois que j'arrive à être à pas courir tout le temps derrière. Bah tiens mince, j'ai pas fait ça dans les temps, il faut que donc ça y est, maintenant j'arrive à me libérer du temps pour pouvoir mieux anticiper les choses par rapport à tout ce qui est contraintes administratives. Parce que c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, oui, c'est une entreprise, c'est déjà une entreprise, mais c'est aussi une entreprise adaptée avec d'autres contraintes et là, Ouais, il faut pas faut jongler avec les deux, quoi. Le social et l'économique. C'est vraiment un équilibre à trouver et moi, je souhaite vraiment que l'un ne prenne pas l'autre ne prenne pas une le pas place sur sur l'autre. l'autre Mmh. et voilà. Et alors, tu en as parlé un petit peu aussi, Yannick, un peu plus tôt sur aux différentes étapes, mais je voulais revenir un peu, justement, vous avez été accompagné alors par BGE, mais aussi par d'autres acteurs. Qu'est-ce qui vous a été le plus utile dans l'accompagnement? Soit à quelle étape ça vous a été le plus utile ou qu'est-ce qui vous a été effectivement le plus utile pour avancer dans votre projet, Yannick? Alors, moi, j'ai été accompagné, oui, en plusieurs étapes, hein. Donc, au tout début, par la BGE, donc pour vraiment formuler et faire l'étude de marché. L'étude de marché. Ensuite, j'ai été accompagné par une amie expert comptable pour travailler sur le provisionnel à 3 et à 5 ans. Et ensuite, il a fallu trouver les financements. Et là, j'ai eu un accompagnement de qualité par France Active, France Active Bourgogne. Mon avocat est en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, ils m'ont vraiment aidé à trouver les financements autres que les aides au poste, les financements à l'investissement. Parce que c'est créer une boulangerie, c'est 550 000 € d'investissement. C'est sûr. Donc, il faut convaincre des partenaires financiers et pour ça, il faut bien connaître son projet et l'avoir bien travaillé dans tous les recoins. OK. Tout à fait, oui. Et toi, Guillaume, de ton côté, à quelle étape tu as été accompagné? Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Moi, je dirais que l'appui de la BGE, il a été, principal au début pour affiner le concept, l'étude du marché, tout ce qui était la stratégie commerciale également et ainsi que les choix administratifs et juridiques. Le plus utile aussi, c'était les points d'étape réguliers chaque mois avec mon conseiller BGE qui permettait de se poser des questions, d'y répondre du coup, se rassurer, de se faire challenger aussi sur certains points, qui étaient, pas forcément, qui roulaient moins bien, d'être rassuré sur d'autres, et d'avoir des conseils plus personnalisés, je sais pas, par exemple, de pouvoir envoyer une plaquette et d'avoir un retour assez rapide. Ça, c'était précieux, de la part de l'équipe et de mon conseiller BGE. Oui, tout à fait. Et notamment, c'est vrai que tu disais sur la partie stratégie commerciale, ça c'était voilà, parce que quand on crée son entreprise, vous avez beau devoir être couteau suisse et maîtriser un certain nombre de compétences, on ne peut pas tout maîtriser. Et effectivement, la stratégie commerciale, c'est important pour démarrer et démarrer rapidement. Mmh mh. Donc, c'est important de pouvoir aussi
identifier les compétences qui nous manquent, ou en tout cas celles qu'on maîtrise le moins, et celles qui vont être le plus importantes aussi pour pouvoir se former sur les compétences essentielles dont on va avoir besoin pour démarrer son activité. Ça, c'est important. Donc là, Et là-dessus, moi, peut-être si je ouais, peux rajouter. vas-y, bien sûr. Non, mais là-dessus, si je peux rajouter, je pense que c'est important d'identifier quelques personnes ressources avec qui on a eu des bonnes relations, notamment par exemple des coachs ou des personnes qui ont donné des cours, et de pouvoir les contacter. Enfin, le mieux, c'est de pouvoir faire recours à des coachings plus personnalisés. Et des fois, ça c'est inclus dans des offres d'incubateurs. Et donc, par exemple, dès qu'on a une question sur ah, tiens, j'arrive pas à développer tel secteur, ou de vraiment pas hésiter à demander, poser des questions et faire évoluer le modèle pour vraiment bâtir la structure avec les personnes qui connaissent le mieux, qui sont expertes dans leur domaine. En tout cas. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision. Et alors, si on en vient vraiment maintenant à l'impact de vos projets, on est curieux de savoir justement où vous en êtes entre le démarrage et aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus voilà, par rapport au démarrage, où vous en êtes en termes d'activité, de développement, voilà. Guillaume, où tu en es aujourd'hui? Et ben, finalement, l'entreprise, elle tourne bien à Montpellier. Et ce qui était plutôt inattendu, c'est d'avoir été contacté par d'autres entrepreneurs, entrepreneuses dans d'autres villes, et notamment à Lille, où qui m'ont dit bah, j'ai bien aimé ton projet, je souhaiterais faire quelque chose de similaire. Et du coup, de maintenant les accompagner dans le montage et la structuration de leur propre entreprise. Donc, de faire finalement un réseau pas perdu pour essaimer. Donc, c'était pas, je l'avais pas prévu initialement, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça fait, ça donne encore plus de sens à la mission, ça maximise aussi l'impact dans d'autres villes. Donc, c'est un développement inattendu, mais vraiment apprécié. Donc ça, en 2 ans, c'est ça? 2-3 ans? En 2 ans et demi, ouais, en 3 ans, Ouais. on va dire, Ouais. c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, pour que les participants aient une idée plus précise, j'ai mis aussi, il y a un onglet lien, je vous ai mis les adresses de Pas Perdu et de la BIS pour que vous puissiez aller vous renseigner. Mais combien de points de collecte et d'organismes à qui vous redistribuez sur Montpellier, alors, par exemple? Sur Montpellier, par exemple, on a une trentaine de points de collecte de professionnels et une trentaine d'associations également. Il y a une dizaine d'associations qui sont le cœur de notre réseau, qu'on va livrer régulièrement dans la semaine, et une autre partie qu'on vient livrer ponctuellement à la demande en fonction des dons qu'on va obtenir. Donc, tu peux avoir une idée en termes de volume, par exemple, de tout ce qui est le gâchis évité. Ça, vous pouvez le quantifier? Ouais, depuis 2 ans et demi, on a récupéré 86 tonnes de produits et redistribués, sachant qu'il y a une part également, je pense, de gaspillage au niveau des associations, parce que tout n'est pas forcément redistribué et consommé. Oui. Mais en tout cas, on a collecté 86 tonnes de denrées. Ok. Et là, du coup, tu es toujours tout seul? Tu as des collaborations? Comment ça se passe pour faire tout ça? Et bien maintenant, on est une petite équipe de 4 personnes. On est 3 et demi, je dis 3 et demi parce qu'il y a des personnes à temps partiel à Montpellier, et du coup, il y a une autre personne à Lille et peut-être une qui va arriver à Lyon. Donc petit à petit, l'équipe grandit et on se répartit les responsabilités et les projets pour avancer en parallèle et en équipe. Donc ça, c'est vraiment appréciable d'avoir travaillé sur le projet pendant 2 ans seul, et maintenant d'avoir une équipe avec qui je m'entends bien et en qui je peux faire confiance pour déployer et s'aimer le projet. Oui, et pour revenir à la thématique aussi du jour et pour les personnes peut-être qui sont en train de réfléchir à leur projet, on voit que voilà, au départ, c'était un projet qui était vraiment pensé là où tu vivais, quoi, donc vraiment sur Montpellier. Et en fait, de se dire que l'ambition que tu avais à ton échelle de changer un peu les choses, de se dire que ça peut s'aimer dans d'autres villes et donc de permettre encore de redistribuer, d'économiser des tonnes de gaspillage alimentaire, là, ça donne aussi tout son sens et la réalité au projet. On voit que l'impact, il peut être vraiment quantifiable, réel, hein, donc, ça, c'est super intéressant. Et de ton côté, Yannick, alors, depuis la date d'ouverture, donc tu disais 5 emplois créés, c'est ça? Non, ça, c'est les nombres d'emplois adaptés. Tu vas nous dire Alors, l'évolution du chiffre d'affaires, le nombre d'emplois.
Alors, on a créé donc 8 emplois qui correspondent à 7 équivalents temps plein. Parce que c'est pareil, on souhaitait aussi respecter, comme je disais tout à l'heure, respecter le rythme de vie et de travail des personnes qu'on accueillait. En termes, donc oui, création de 8 emplois. En termes de chiffre d'affaires, nous avons progressé donc en 9 mois de plus de 30%. On arrive aux prévisions qu'on s'était faites au bout d'un an de fonctionnement. Au bout de 8 mois, on est arrivé à nos prévisions d'un an. Donc on a été, on est vraiment content du démarrage, hein. On n'a que des retours positifs de notre clientèle. Encore, encore ce matin, j'ai été démarché par un restaurant qui va me prendre pour 60 euros de pain tous les jours. Donc, c'est voilà, le bouche à oreille fonctionne très bien. Qu'est-ce que Et puis alors, du coup, je me pose la question parce que pour rappeler, donc tu es situé dans le Morvan, en côté Saône-et-Loire, mais donc avant que vous vous implantiez, il fallait faire combien de kilomètres pour trouver une boulangerie? C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y avait peu de choix. C'était quoi pour les gens qui habitent là-bas? Il y avait pas beaucoup de choix? Alors, bah, moi, je suis implanté dans la ville-centre de la communauté de communes, hein. Donc, c'est une ville qui a 13 000 habitants, 13 Mhm. 14 000 habitants. Moi, j'ai souhaité m'implanter en milieu urbain pour, euh, pour pallier à des problèmes de mobilité de mon personnel. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai souhaité m'implanter en plein centre-ville. Et puis aussi, il y avait cette démarche, donc la BISE, hein, c'est la boulangerie inclusive, solidaire et éthique, et que le centre-ville, c'est beaucoup plus inclusif qu'en périphérie. Donc là, aujourd'hui, il reste 3 boulangeries traditionnelles en centre-ville et il y en a autant en périphérie, dans les zones commerciales. Donc D'accord. là-dessus, Ouais. on est, Non, mais on est, enfin, voilà, on est content, on est vraiment identifié par le, par la clientèle. Euh, il y a un exemple, mais pas encore assez. Je suis intervenu il y a 3 semaines, j'avais été sollicité par ma banque pour intervenir, pour présenter le projet lors de l'Assemblée générale. Le Rassemblée générale, donc il y avait 600 personnes, 600 sociétaires, et il y avait encore des personnes qui ne connaissaient pas le projet. Donc, eh bien, oui, il faut communiquer, communiquer et encore communiquer sur tout ça. Alors, même si il y a eu de nombreux articles dans la presse locale et même nationale, on a été reconnu aussi comme prix du jury de l'entreprise inclusive sur le département. Il y a eu enfin bon, des petites vidéos qui ont été visionnées 200 000 fois sur les réseaux sociaux, mais c'est encore pas assez. il faut, enfin, quand vous avez un projet, il faut vraiment axer aussi le projet. Enfin, faut pas oublier la communication, quoi. tout à fait, très important. Et alors justement, comment vous mesurez aussi votre impact? Là, Yannick, tu viens de parler des retours aussi en direct, mais à part ça, bon, évidemment, il y a la création d'emplois, hein, ça c'est très concret aussi. Mais bon, voilà, est-ce que vous êtes défini des indicateurs? Comment vous suivez aussi l'impact que vous voulez avoir? Bon, alors après, encore une fois, c'est un peu différent parce que Yannick aussi, tu fais travailler des fournisseurs locaux, donc ça crée aussi tout un cercle vertueux d'une dynamique commerciale euh, environnante. Mais alors peut-être, Guillaume, toi, de ton côté, comment tu fais pour mesurer l'impact de ton activité?
Alors, le principal indicateur qui est la masse de produits, collectés, on le mesure, sur une plateforme digitale qu'on a fait développer spécifiquement et du coup sur laquelle on peut traquer donc, le volume de nourriture sauvée et le nombre de donateurs, réguliers ou occasionnels. On a aussi un indicateur sur le nombre de collectes qu'on peut faire. En ce qui concerne, le retour, les indicateurs, économique, on a le chiffre d'affaires qu'on a fait et pour répondre à Agnès, qui avait une question dans le chat sur, les impacts sociaux. L'impact social, il est plus difficile à mesurer. On connaît bien entendu le nombre d'associations, moyens, le nombre d'associations qu'on a livrées dans le mois et le nombre de bénéficiaires moyens qui visitent, qui fréquentent les associations. Maintenant, dire qu'on a aidé tant de personnes, c'est trop difficile à calculer. Par contre, on a des retours qualitatifs des associations Mmh. sur les typologies de produits. Par exemple, une asso qui va me dire les pâtisseries que vous avez livrées avant-hier, elles étaient super et on a fait telle animation, on les a servis sur le repas du soir, les gens étaient très contents. Donc, on a plutôt des retours qualitatifs au cas par cas qui sont précieux. Après, des retours quantitatifs sur le nombre de personnes, je ne sais pas si c'était exactement la question d'Agnès, on ne peut pas encore les mesurer. Ouais, très, très important. Merci. Et du coup, alors Yannick, toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as? Tu as des indicateurs? Comment tu mesures un peu l'impact? Alors, nous, l'impact social, c'est déjà la création d'emplois, hein. On a euh, 5 personnes porteuses de handicap, plus les 3 encadrants. C'est déjà c'est un bel, Bien un sûr. bel outil. Ensuite, on a des dialogues de gestion avec la directe, donc chaque année, donc dans lequel on mesure le nombre d'heures de formation, le nombre d'heures d'accompagnement, euh, le nombre de sorties positives. Là, donc on a eu une sortie là récemment d'un boulanger qui était chez nous, qui a commencé donc chez nous et qui souhaite monter sa propre entreprise. Donc ça a permis moi de réembaucher quelqu'un d'autre. J'avais un vendeur qui lui a souhaité évoluer professionnellement et qui a souhaité devenir boulanger. Donc, eh bien, ça fait un mois qu'il est au Fournil, au laboratoire, donc il va se former pendant un an chez nous pour pouvoir passer ensuite, pour le préparer à un diplôme CAP de boulanger. Mmh. Et ça nous a permis de rembaucher derrière une personne pour le remplacer à la vente. Donc, là, on a des indicateurs vraiment mesurables et Ouais. je vous dis, ouais, en termes d'heures d'accompagnement, etc., etc. Après, l'impact environnemental, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc on se sert vraiment de vraiment circuit de proximité au maximum. Euh, je parlais d'énergie verte. Après, l'organisation du travail, tout a été réfléchi pour qu'il y ait moins de, 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 de manipulation Mmh. de choses lourdes. Donc, de façon, voilà, tout a été réfléchi de façon ergonomique sur le process de fabrication et de vente. Mmh. J'ai un petit exemple, nos vitrines sont beaucoup moins profondes que les vitrines traditionnelles dans les boulangeries-pâtisseries. Elles font 20 cm de moins en profondeur, ce qui permet au personnel de moins se pencher et donc de moins vider le dos pour et achalandrer la vitrine et servir pour Mmh. servir le client. Ok, oui. Tout a été vraiment pensé. Super. Mmh. Et qu'est-ce qui, alors, si on, Oui, c'est oui. dur hein, comme question, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui, Yannick? Plus fier, alors c'est d'avoir créé ces emplois, d'avoir un lieu de travail où chacun s'y retrouve, où on travaille vraiment dans une bonne ambiance
Euh, bon, on est sérieux, mais ça ne nous empêche pas de rire, de se taquiner, de se charrier, etc. Euh, mais où j'avais du personnel qui était en burn-out, qui avait été victime de harcèlement au travail, etc. Et là, de les voir arriver avec le sourire et puis dire, bah, j'ai enfin trouvé un job où je me sens bien, eh ben, Mm. c'est déjà gagné, quoi. Voilà. Et le personnel, il est force de proposition, il est moteur. Des fois, j'ai du mal à les rattraper. Donc, là-dessus, moi, je suis vraiment entièrement satisfait du démarrage, quoi. Ouais. Et Voilà, tu me disais aussi enfin, en préparant le webinaire, tu parlais aussi du fait que c'est un véritable espace de vie, hein, le lieu que vous avez créé, c'est pas juste un lieu de passage. oui, Et donc ah aussi oui, de recréer oui, du oui, lien sur un territoire rural, dans une petite ville, ça c'est aussi quelque chose qui te rend fier. oui, oui, tout à fait. Donc, on est installé donc dans une rue piétonne et donc enfin, c'est pas rien qu'une boulangerie, c'est aussi il y a un espace où il y a une vingtaine de places assises où bah, toutes les personnes se côtoient aussi bien. On est à 20 mètres du lycée, à 50 mètres du lycée, donc eh ben, les profs et les élèves se retrouvent dans un lieu autre que le lycée. Il y a la conversation beaucoup plus informelle qui se crée. On a aussi, il y a des personnes âgées qui se retrouvent, qui viennent acheter leur viennoiserie le matin et qui en emmènent à d'autres. C'est vraiment créateur de liens sociaux. Il y a des personnes qui souffrent aussi de solitude qui viennent se retrouver ici. Mm. Et il y a eu des connaissances, des rencontres qui sont faites. On a travaillé aussi on travaille beaucoup avec les magasins du centre-ville. Il y a un magasin de jeux qui est juste à côté. Donc, nos vitrines, on utilise leurs jeux pour faire nos vitrines. Et on travaille aussi avec la librairie qui est à côté de nous aussi, hein, qui est à 50 mètres, et pour faire aussi on est en train de monter là des animations sur lesquelles des ateliers un petit peu fabrication de cookies, etc. avec les mômes. Et la librairie va faire des animations lecture dans l'espace de vie où il y a les 20 places assises. Donc Donc, là, un véritable impact sur la dynamisation du territoire, hein, en tout cas. Merci oui, Yannick. oui, Et toi, Guillaume, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Moi, c'est de voir au quotidien le gaspillage qui est évité. C'est lorsqu'il y a un nouveau partenaire qui nous rejoint et qui fait des dons. C'est de voir aussi la qualité des produits qu'on arrive à récupérer. Je ne l'ai peut-être pas trop dit dans ce webinaire, mais on a vraiment à cœur de sauver des produits de qualité, donc du pain bio, le vin naturel, des pâtisseries d'excellence pour aussi permettre aux personnes en précarité alimentaire d'accéder à une alimentation plus saine et plus durable et pas Mm. forcément de réserver juste des produits invendus aux personnes qui ont le moins de revenus. Et donc, c'est de faire profiter de ces bons produits aussi à des personnes qui sont en précarité et qui en ont besoin et à qui ça peut faire plaisir au quotidien. Mm. Tout à fait. Et alors, je vois que le temps a filé. Donc, si on peut revenir de manière assez synthétique pour prendre les quelques questions là qu'on a sur les conseils que vous aimeriez donner à quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui se dit, j'aimerais bien avoir un projet qui ait de l'impact, mais il faut que j'en vive aussi. Donc, comment combiner ça? Par exemple, Guillaume, quel conseil tu donnerais alors à quelqu'un qui hésite à se lancer? Je il faut y aller franchement, il faut se lancer, il faut pas hésiter. Si c'est un projet qui tient à cœur, et qu'on a envie de faire, en tout cas, il faut tester. Je dirais, il faut se lancer presque le plus rapidement possible. Et moi, j'avais vraiment, des coachs qui disaient, voilà, si tu te lances quand ton produit il est parfait, c'est que tu t'es lancé trop tard. Franchement, on peut se lancer en bricolant,
avec les moyens du bord et ça passe. Et c'est comme ça qu'on va mieux connaître le marché, si ça peut fonctionner ou pas. Donc, y aller dès à présent avec des petits tests, connaître bien ses points forts aussi, ses points faibles, pour aller solliciter des ressources quand on en a besoin, avec des personnes ressources ou des lieux ou des, je sais pas moi, d'autres webinaires, des cours, par exemple. Voilà, développer du contact de proximité, du réseau aussi. Ça, c'est important. Oui, c'est En sûr, tout cas, quand on veut tester, avoir moi je de… dirais expérimenter, tester Ouais, pour construire petit à petit ouais. et y aller, pas enfin, essayer de démarrer le plus simplement possible avec un investissement limité, mais qui puisse permettre de tester le concept et d'avoir des retours. Se confronter vraiment au À la marché, aux réalité. clients, Ouais. à la réalité. Pas faire d'hypothèses sur tiens, je pense que ça va plaire, mais juste aller voir ceux à qui on pense proposer un service ou vendre un produit ou proposer une offre et leur dire est-ce que tu as envie tout de suite de travailler avec moi et de voir les réponses. Ouais. Et persévérer, voilà, pas se décourager. Voilà, notez bien tout ça. Et Yannick, qu'est-ce que tu Mmh. ajouterais, toi, comme conseil? Alors, il faut, bien connaître son territoire, bien connaître, enfin, les financeurs, les dispositifs de financement. Donc là, il ne faut pas hésiter, à solliciter les agents de développement du territoire, qui, vous envoient, vers le BGE, qui vous envoient vers, enfin bref, et enfin, il faut, bien connaître les agents de développement et vraiment enfin voilà, se faire accompagner, dans la réflexion du concept, dans le et pas dire qu'on a la science infuse, rester humble et oui, il faut persévérer, il faut foncer, il y a des moments, il y a des décisions à prendre, qu'il faut prendre, rapidement, donc et pas regretter quoi et pas regretter son choix, C'est vrai. heu et bien connaître, bien maîtriser son projet, pour bien le présenter, aux interlocuteurs, aux financeurs, aux et là, oui, il faut là-dessus, si vous êtes, enfin, certain de votre projet, il faut y aller, quoi. Voilà. Mmh. On vous a noté justement aussi les points clés à retenir de ce qu'on a échangé un peu plus tôt et en plus des conseils qui viennent de vous être donnés. Juste avant qu'on se sépare, on a eu quelques questions intéressantes. Alors, je crois que Manon nous a quittés, mais on lui enverra la réponse en privé. C'est une question qui te concerne plus, Yannick, sur… je ne sais pas, tu n'auras pas toutes les réponses non plus. Donc, Manon qui nous demande pour les sociétés qui emploient des salariés en situation de handicap, est-ce qu'il y a des aides pour favoriser leur embauche? Donc, oui, ça c'est sûr, il y a des aides. Mais est-ce que toi, tu peux en dire un peu plus, Yannick? Alors, c'est du travail donc de contractualisation donc avec, la directe, et là, il faut avoir un agrément entreprise adaptée. Donc, enfin, pour une entreprise adaptée. Après, il y a d'autres aides, pour, l'aménagement de poste, avec, la GFIP, et donc il faut se rapprocher, également de la médecine du travail pour faire et de Cap emploi. Cap emploi, c'est, Oui, c'est l'acteur. Ah, on a perdu Yannick. Donc, on répondra aussi par écrit. Mais voilà, si vous souhaitez aussi vous lancer dans une entreprise adaptée, sachez effectivement qu'il y a des acteurs dédiés pour vous accompagner, donc notamment la GFIP ou Cap Emploi, et avec effectivement des aides à l'embauche, des aides au poste et aussi des aides pour la compensation. Autre question d'Assa. Pensez-vous qu'une entreprise fondée sur de l'accompagnement social puisse fonctionner économiquement? C'était tout l'objet de ce qu'on se pose aujourd'hui comme question, bien sûr. Guillaume, qu'est-ce que tu veux en répondre à ça? Franchement, j'ai lu la question tout à l'heure, je pense pas que j'aurais vraiment une réponse, je saurais pas trop dire. Je pense que je connais pas assez bien Oui, comment c'est ça dit. fonctionne, On ne peut le pas faire une système. réponse générale. En revanche, ce qui était l'objet, en tout cas, de notre échange Mmh. aujourd'hui, c'est de vous dire que déjà, les deux ne sont pas incompatibles et qu'en revanche, effectivement, si on veut faire de l'accompagnement social ou avoir un impact social à travers une activité,
Il ne faut surtout pas négliger effectivement cet aspect économique parce que sinon, bah, vous n'aurez pas d'impact s'il n'y a pas d'activité économique. Et que donc pour que les deux fonctionnent, on a retrouvé Yannick. Et ben effectivement, il faut faire comme ce qu'ont fait Guillaume et Yannick, c'est-à-dire vraiment penser son modèle économique pour que justement le modèle économique puisse venir servir la mission d'accompagnement social. Mais les deux ne sont pas antinomiques, au contraire, elles doivent se compléter. Donc ça impose vraiment, ça implique de bien penser son modèle économique. Alors soit effectivement, comme disait Guillaume, en testant des choses jusqu'à trouver la bonne formule, soit en passant plus de temps aussi à se renseigner, comme l'a fait Yannick, parce qu'il y avait tout un côté réglementaire sur les entreprises adaptées, trouver le bon support d'activité pour porter ses missions et son ambition sociale. Donc, bien évidemment que l'idée, c'est que justement ça fonctionne, parce que pour avoir de l'impact, il faut que ça puisse fonctionner économiquement et que ça s'entretienne. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que je vous donne ces conseils de se faire accompagner, de bien travailler son modèle économique. Vas-y Yannick, tu voulais compléter. On t'a perdu au milieu tout à l'heure. Je me rappelle quand je présentais mon projet aux financeurs, j'avais une phrase mon modèle économique au service de notre mission. Et donc, et que je déclinais donc une logique, en premier, la logique économique solide, une mission donc environnementale et sociale, et un carrefour unique entre la performance économique et l'impact social positif. Tout à fait. C'est très bien résumé. Parfait. Donc, je rappelle qu'on a mis en lien justement quelques liens utiles sur les sites de Guillaume et Yannick si vous voulez en savoir plus, et le site aussi de BGE si vous voulez trouver la structure la plus proche de chez vous pour venir nous rencontrer et voir si vous aimeriez et vous pourriez être accompagnés. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Guillaume et Yannick. Je fais un mix de vos deux prénoms. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles, d'avoir partagé vos expériences. On vous souhaite évidemment de continuer à grandir et vous développer pour avoir de plus en plus d'impact. Et donc, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi ou plus tard demain. N'hésitez pas à le consulter, à le diffuser. Et on en a terminé. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.